Aujourd'hui, à VP9 Magazine, Sarah visite l'entreprise Pur Safran à Sainte-Christine-d'Auvergne. Et enfin, on vous présente un reportage documentaire avec le rappeur Hatespace. Bienvenue à votre VP9 Magazine. Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau en remplacement de Stacy et je vous souhaite la bienvenue à VP9 Magazine. Cette semaine, j'ai le plaisir de me retrouver à Sainte-Christine-d'Auvergne pour aller découvrir l'entreprise Pur Safran. Viviane Martel, bonjour. Bonjour Sarah, ça va bien? Bien, ça va très bien, merci. Très contente de vous retrouver ici même chez Pur Safran. Viviane, on va parler un petit peu de vous aujourd'hui. Bien sûr, on va parler safran aussi, mais j'aimerais d'abord qu'on débute avec l'entrepreneur que vous êtes. Parlez-moi un peu, qu'est-ce qui vous a amené dans l'univers du safran? Bien, moi, je suis tombée dans l'univers du safran totalement par hasard. OK. J'ai vu un reportage à la télévision, La Semaine verte. Et puis, c'était Pur Safran, parce que moi, j'ai acheté cette entreprise-là il y a quelques années. Absolument. Donc, quand j'ai vu ce reportage-là, j'étais à une période dans ma vie où j'étais un petit peu tannée d'être assis à mon bureau à journée longue. Alors, j'ai vu ce reportage-là et puis je me suis dit, j'ai un beau champ dans ma cour en arrière qui fait rien. Je vais aller voir ce qui se passe avec ça. Pourquoi avoir choisi cette plante-là, cette épice-là plus particulièrement? Je ne l'ai pas choisi, je pense que c'est elle qui m'a choisi. Ouais. C'est l'épice qui m'a choisi. Comme je disais, quand j'ai vu le reportage, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je suis allée voir et puis je suis tombée en amour avec ça. Et puis là, j'ai eu envie d'aller dehors. J'aime ça. J'aime être dehors, avoir les mains dans le sol, avoir... Puis c'est une fleur. C'est une très belle fleur. Ça sent bon. C'est différent parce que veux pas... Le différent m'a toujours attirée. Expliquez-moi un peu comment ça se passe, cette culture-là, puis qu'est-ce que vous devez faire un peu à chaque jour? C'est tout du travail manuel. Okay. L'été, c'est du désherbage. Chaque jour, du désherbage. Les fameuses mauvaises herbes, hein? C'est ça, des indésirables. C'est pas des mauvaises herbes, c'est des indésirables. OK, comme je vous disais, la plantation se fait en juillet, qui est la période de dormance. OK, donc c'est là où on va... sortir les bulbes. Quand il y a la multiplication, on sort le tout, on sépare, on replante. OK? Juillet à août. Ensuite de ça, la fleur, c'est le refroidissement du sol qui va réveiller le bulbe. Parce qu'on parle ici d'un crocus d'automne. OK? C'est un crocus qui aime le froid. Contrairement à la majorité des crocus, on dit souvent c'est comme un personnage. Mais ça, c'est tous des crocus qui sont au printemps. Ici, on parle d'un crocus d'automne. Donc, comme je vous dis, pendant la plantation, c'est la dormance. Il faut que le bulbe soit au sec et à la chaleur. Donc, les refroidissements, les pluies d'automne, au début de septembre, la pluie d'automne va refroidir le sol. C'est ça qui va réveiller ton bulbe et puis qui va faire sortir le feuillage et la fleur plus par la suite. C'est une fleur de jour court. Il faut que les jours soient courts. Il faut qu'il y ait moins de 11 heures de clarté pour que la fleur s'épanouisse, pour que la fleur sorte et puis s'épanouisse. Et ça prend aussi un peu de chaleur pendant le jour. Le froid la nuit, la chaleur le jour. Ça prend au moins 7-8 degrés, un beau 8 degrés pour que la fleur sorte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas sûr qu'on va avoir des fleurs. C'est ça. Par contre, vous me disiez que c'est le feuillage qui sort en premier, ensuite la fleur. Et quand vous faites justement cette culture-là, on n'est pas obligé que la fleur soit ouverte pour être capable de la récolter. C'est ce que je comprends. Exactement. C'est sûr que, comme hier, j'ai récolté une centaine de fleurs. Toutes les fleurs étaient fermées. OK. Parce que, justement, on n'a pas eu de soleil. Les fleurs vont s'épanouir au soleil. OK? Mais c'est correct parce que ton pistil, il est à l'abri. Il est à l'abri dans sa fleur. Donc, il est à l'abri des intempéries, du vent, de la poussière, du pollen. Quand ta fleur est ouverte, si le pollen, il va tout se défaire dans la fleur et puis il vient coller sur ton pistil. Donc, comme je dis, la poussière et toute la clarté, parce que la lumière va oxyder le safran. Puis, le pistil à l'intérieur de la fleur, c'est parfait. C'est sûr que quand on veut des photos, on veut que les fleurs s'épanouissent. Des belles journées ensoleillées où les fleurs s'épanouissent, ça fait des belles photos. Mais quand même, pour faire des bons produits, idéalement, c'est de voir comment vous pouvez protéger au maximum le pistil. Exactement. Vous parlez d'une journée comme hier où vous avez cueilli une centaine de fleurs. Comment ça se passe ensuite, une fois la récolte? Parce que je sais que c'est pas le travail ne s'arrête pas là. Il y a d'autres étapes qui sont à faire, là. Oui. On cueille les fleurs,
On la met ça à l'intérieur et puis on enlève le pistil là, dans la fleur tout simplement. OK. Tu écartes les pétales, tu enlèves le pistil et puis on le fait sécher. Tout manuellement? C'est ça qu'est le safran, oui. OK. C'est tout simplement, on le fait sécher. Nous, on fait sécher dans des petits fours à basse température sur une période courte. Ce qui fait que ça donne un goût plus safrané au safran. Il y en a qui... il y a certains endroits dans le monde où ils font encore sécher le pistil au soleil. Ces safrans-là, ils vont être un petit peu plus piquants. Parce que justement, comme je disais, la lumière oxyde le safran. Donc, c'est ça, le safran vient oxyder. C'est ça qui fait qu'il est un petit peu plus piquant. Et là, Viviane, dites-moi jusqu'à quel moment dans l'année vous allez terminer vos récoltes avant l'hiver, j'imagine? Oui, la récolte se poursuit. D'habitude, c'est 4 à 6 semaines. OK. Comme je dis, ça commence mi-octobre, jusqu'à novembre, tant qu'il n'y a pas de neige. OK. Finalement. Parce que c'est en pied de neige, c'est fini. Les petites fleurs, c'est au même, là. Donc, comme je dis, ça prend... Si on a du soleil, du beau temps, les fleurs vont sortir. Tant que le bulbe il te donne des fleurs, le bulbe, il va donner de 3 à 5 fleurs. OK. Donc, tant qu'il y en a dans le bulbe, il va t'en sortir quand il fait beau. OK? Jusqu'à temps. Puis, les 2 dernières années, la neige est arrivée très tôt, OK. au début novembre. Ce qui a fait qu'on n'a pas été chercher la pleine capacité de notre récolte. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai fait un petit investissement cette année. Et puis, ce qui a fait que cette année, on a décidé d'investir sur une serre. D'où la grande structure qu'on voit derrière nous. C'est ça. C'est une serre, là. La structure est encore là. Il nous reste quelques petites choses à terminer. Et puis, ensuite de ça, la prochaine journée, sans vent, on va installer notre toile. Et là, on parle de vent, Viviane. Moi, j'irai à l'intérieur voir un peu les produits que vous fabriquez à partir du safran. Je suis curieuse de parler un petit peu du goût puis de découvrir ces dérivés-là. On poursuit notre découverte de pur safran dans quelques minutes, mais juste avant, voici un reportage documentaire sur le rapper Hateface. What up? Moi, c'est Hateface, 29 ans, originaire de Lévis. Je me plais à dire que c'est ma job de speeder sur le microphone. Qui donne le ton chaque seconde. C'est mon métronome. Je vais être le passé et le présent, car j'ai plus peur de personne. Ce qui m'a fait triper sur le rap en premier, vers le début des années 2000, c'était surtout que c'était real. Il y avait des groupes comme 8-3, Limoilou Stars, dans la région de Québec. C'est des choses qui m'ont fait triper. C'était quelque chose. C'est des gens qui peut-être n'auraient pas pris la parole normalement, puis là, ils apprenaient. Les artistes qui m'ont le plus influencé, c'est des artistes surtout français. Je parle de I.Am, Hugo TSR, Furax, Scylla, tous des rappeurs comme ça. Au Québec, c'était plus des groupes comme 8-3, Limoilou Stars. Le rap français ne m'a pas inspiré nécessairement dans mon écriture, mais plus pour les flows, la manière de découper ton texte, la manière dont tu vas amener une punchline. Je pense que c'était surtout ça. J'étais un amoureux des mots, donc ça me semblait plus facile de m'inspirer du rap français pour donner quelque chose. Je suis quelqu'un d'atypique, fidèle à ce que je suis. Pas de pilote automatique, même flow, même débit. Le même son qui fait du bruit, qui revient encore et encore. Même lyrics, même skills, même style de métaphore. Encore le même entourage, à quelques exceptions près. Malgré ceux qui m'encouragent, je me sens encore incomplet. Je tire un trait sur le passé, je dois réparer les pots cassés. Mais je continue, on and on, sur un son dédicacé. Les événements qui m'inspirent dans mes thématiques, bien, comme tout bon artiste, c'est quand que ça va pas bien qu'on a le plus d'inspiration. Puis le plus dur, c'est de trouver quand que ça va bien des sujets. Mais j'essaie de parler de la vie en général, des gens qui m'entourent, des choses que je vis, puis d'essayer de trouver quelque chose que n'importe qui va pouvoir connecter avec. Encore sur la même cassette, je pense que ce qui connecte le plus avec les gens qui m'écoutent, c'est que j'essaie vraiment de parler de sujets généraux aussi, tu sais. Le fait que souvent, je me retrouve un peu pris entre le personnage du rappeur puis le personnage de l'honnête citoyen qui essaye juste de s'en sortir puis de vivre sa vie normalement. Fait que je pense que c'est ça un peu ma marque de commerce là-dedans. Au début, moi, je faisais du breakdance quand j'étais bien jeune. Puis avec le temps, on dirait que j'ai comme juste plus connecté à l'écriture. Ma mère écrit beaucoup, donc j'ai commencé à écrire des shit. C'était pourri, mais avec le temps, je me suis amélioré. En tout cas, j'ose croire. Rassemblés sur le South, on est arrivé en nombre, prêt à renverser le pouvoir d'une société en décompte. Je me bienvenue dans les égouts, t'as reconnu le style bohémien, car entre nous, on serre les coudes, je suis prêt à mourir pour les miens. Un style de vie
vie sans lendemain, tu sais qu'on emmerde la machine. J'emmerde les politiciens, les policiers, les civils. Sur les trottoirs de la ville, ensemble on échafaude un plan. Et quand vient le temps d'argumenter, le gros c'est rare que j'ai un plan. Avec les forains, les gitans. Ce que j'aime le plus dans le processus créatif, je dirais, l'écriture, j'aime beaucoup ça. Mais je pense que c'est le studio. Être avec des chums, parce que moi j'ai mon studio chez nous, donc avec des chums, on enregistre, on fait des chansons, on essaye des affaires. Je pense que c'est vraiment la partie que j'aime le plus. Je suis pas tant une bébite de spectacle, j'aime ça, mais je suis plus un rappeur de studio. C'est plus ça mon trip. Si je te parle de Hatesface, c'est en fait j'avais beaucoup de haine envers l'autorité puis envers n'importe qui essayait de me dire comment je devais vivre ma vie puis qu'est-ce qui était bien ou mal selon moi quand j'étais adolescent. Donc ça me semblait naturel d'appeler mon personnage de rappeur Hatesface. Puis ça a évolué avec le temps, on vieillit, on mature puis on apprend des choses. Mais le nom il est juste resté. Souvent on est pris avec un nom d'artiste, c'est comme ça, on commence puis c'est pas nécessairement le nom que tu voudrais, mais c'est ce qui me colle le plus à la peau présentement. Encore indépendant, de ce côté-là, y'a rien qui change. Toujours le stylo qui démange, avec un style qui dérange. Je mélange rythme et poésie, même si j'ai plus une gueule d'or. Mon dernier album s'appelle Du pareil au même, sorti le 14 octobre. J'ai abordé beaucoup de thèmes là-dedans, puis le thème le plus récurrent, c'est que moi, je fais du rap un peu plus old school, du boom bap. Pour ceux qui connaissent pas c'est quoi. Je suis pas dans la tendance trap actuelle puis ces nouvelles affaires-là. Donc, ça me semblait logique d'appeler mon album Du pareil au même parce que le plus grand reproche qu'on fait à ce style-là, c'est que ça revient souvent du pareil au même. J'ai été sensiblement dans les mêmes thèmes, dans le fait que je sais pas si je vais faire ça encore 20 ans, je sais pas si je vais faire ça encore 40 ans, je sais pas si je vais faire ça demain. Je sais pas quelle tangente je vais prendre dans ma musique. Tout ce que je sais, c'est que je le fais pour le fun, puis que s'il y a du monde qui écoute, ben j'espère juste qu'ils trippent. Je dis au revoir à tous ceux qui m'ont marqué près au doigt. See you on the other side, peut-être qu'on se reverra demain. Qu'on se rappelle de moi à cause de mon thème de varro, que je suis pas du genre qui tombe devant un esprit. J'ai été dernièrement à l'émission Clip sur mesure, dans lequel on voyait tout le processus pour créer un vidéoclip de musique avec une super équipe. C'était vraiment cool. Puis c'est pas un vidéoclip de cette qualité-là, c'est pas nécessairement quelque chose que je me serais offert dans la vie parce qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie, puis un vidéoclip, c'est pas gratuit. Donc ça m'a permis de vivre une expérience avec des chums qui était vraiment le fun, puis je recommande ça à n'importe quel artiste émergent. Ce que j'ai retiré de cette expérience-là, ben je fais des vidéoclips un peu aussi de mon bord, filmé avec un cellulaire tranquille, donc c'est des twists, des idées, comment faire certaines affaires, puis surtout un souvenir qui va rester marqué toute ma vie, je pense. Je suis conscient que j'ai mes torts et que j'aurais voulu faire mieux. On se rappellera des bons moments malgré mon passé moins glorieux. D'un sourire contagieux ou juste un souvenir orageux. À la fin, on est tous égaux. Dis-moi pourquoi s'en remettre à Dieu. Qu'est-ce qui s'enligne pour moi dans les prochains mois, prochaines années? Je le sais pas. La seule affaire que je sais, c'est que j'anime le bloc hip-hop à CJMD 96.9. Ça changera pas. On produit des instrumentaux avec mon pote MD Kruger pour B7H Productions. J'ai des projets, j'ai des affaires qui traînent par-ci, par-là, des featuring de prévus. Puis on verra. Peut-être que l'année prochaine, je ferai plus de musique du tout puis je serai ailleurs. Peut-être que ça sera dans 5 ans, peut-être que ça sera dans 10 ans. On verra. Ça fait déjà tellement d'années. Ici, c'est do or die, j'étais condamné à faner. J'ai faim, je suis affamé, je vais cogner aux portes de l'enfer. Expulsé du paradis, j'ai plus ma place sur cette terre. See you on the other side, ça fait déjà tellement d'années. Viviane, on s'est mis à l'abri du vent parce qu'ils vendent beaucoup dehors aujourd'hui. Oui, on s'est construit un petit pavillon où je vais donner mes cours et puis je vais faire mon émondage et tout. C'est encore en construction. Comme vous pouvez voir, j'ai caché mes outils. Ah, bonne franquette. Ben oui, c'est parfait comme ça. Et là, j'imagine, bon, c'est ici que tu dois faire ton émondage, comme on est en train de faire actuellement. Est-ce que tu voudrais me montrer c'est quelle partie exactement, le pistil, puis où tu vas couper ça dans la fleur? Là, c'est ça. Comme je disais, après la cueillette qu'on fait quotidiennement, tous les jours, tu viens ouvrir ta fleur, on sort le pistil, et puis on vient le couper. Oh, lui est comme humide, je vais en prendre un autre. C'est comme la section rouge, autrement dit. C'est le rouge. Le safran, c'est le rouge. OK? Mais sur ta fleur, tu as vraiment... Quand tu le sors, tu as vraiment... Tu as orangé. Puis regarde, comme je te dis, il est humide. Donc, il y a comme l'orangé ici. Oui. Mais on vient le couper à la base du rouge. Quand ça commence à partir le rouge, c'est là qu'on coupe. Comme je te disais, tu vois ici, là, le blanc, ça, c'est pas le safran.
Donc, on vient le couper. Les gens, souvent, ils vont nous parler de quelle sorte oui, les de différents noms, effectivement, oui. OK? Mais le safran, c'est la même chose partout dans le monde. Ça vient de toute la même bulle. OK. C'est le sativus. C'est toute la même bulle. La différence, c'est que, bon, ils vont appeler ça du sargol ou du nigel. C'est tout simplement où le pistil est coupé. Il y en a qui vont le couper ici, qui vont prendre juste la tête du safran. Il y en a qui vont le couper ici. Il y en a qui vont le garder au complet. OK? Donc, si tu le gardes au complet, bien ça, c'est pas du safran, mais ça fait du poids dans ton safran. OK, je comprends. C'est vendu au gramme. Donc, c'est sûr que toute cette partie-là, si tu l'enlèves, tu n'as pas le poids. Si tu la laisses, bien, t'as moins de safran. Je comprends. Et là, bien, on part du safran comme ça, que toi, tu fais sécher, à ces produits-là, dérivés. Comment ça se passe au niveau de tes recettes? Je pense, entre autres, à la mayonnaise au safran ou encore au vinaigre balsamique de safran. C'est tout simplement d'infuser le safran dans ton produit. OK. Peu importe la recette que vous voulez faire, vous prenez votre recette préférée, vous ajoutez le safran dedans. On prend une portion du liquide de notre recette, que ce soit de l'eau, du vin, du lait, du bouillon. Peu importe. On va prendre une portion du liquide de notre recette, on met nos pistils dedans. C'est 2 à 3 pistils par portion. Un pistil, c'est une fleur. OK? Quand on dit un pistil, c'est ça. C'est 3 brins. Ça, c'est un pistil. C'est 2 à 3 pistils par portion. Donc, on fait infuser, comme je disais tout à l'heure, de 1 à 4 heures. Quand on cuisine, on va faire notre infusion de 1 à 4 heures et puis ensuite, on fait notre recette. Okay. On l'ajoute dans notre recette tout simplement. Okay? C'est ça qui va faire rehausser. Le safran, c'est un rehausseur de goût. Ça harmonise les saveurs, ça rehausse le goût. C'est vraiment, là... c'est vraiment un goût différent. C'est dur, c'est indescriptible un petit peu. Ça ne se compare pas à aucun autre goût. Souvent, moi, de ce que j'ai compris, c'est que, bien, de ce que j'ai goûté, parce que j'ai goûté à tes produits un peu plus tôt, c'est qu'on va avoir le goût sur certains éléments plus en finale et on n'a pas le côté épicé, dur, que des fois certaines personnes n'aimeront pas quand on dit qu'on mange épicé. C'est très délicat, ça se marie avec le sel, le sucré. C'est vraiment passe-partout, c'est ce que je comprends, là. Oui, oui. Mais comme tu disais, épicé, piquant, c'est pas piquant. C'est pas piquant. Comme je disais, que tu vas pas mettre du safran dans une recette avec du masala. Parce que là, tu vas tout cacher ton goût. Ou quelque chose qui est très puissant, comme le sirop d'érable ou la vanille. OK, sirop d'érable, la vraie vanille, c'est correct. Mais de l'essence de vanille, c'est trop fort, tu vas cacher ton goût de safran. Pas le safran, comme on dit, c'est puissant, mais c'est délicat. Donc... mais ça se marie, comme tu disais, avec du sucré, avec du salé. Comme tu disais, un sirop au safran, bon, tu vas mettre ça avec de la crème glacée, avec du gâteau, avec des crêpes. Vous dites, j'ai fait des petits biscuits. Tu vas le faire dans le riz, avec le poisson, avec les fruits de mer. Le safran, c'est délicieux. Ouais. C'est juste un ajout, puis ça va donner une belle couleur dorée à ton plat. Dis-moi, en terminant, on a parlé de la plus-value du safran au niveau du goût. Je sais aussi que ça a des bienfaits au niveau du corps. Quels sont quelques-uns des bienfaits du safran? Le safran, c'est bon pour le stress, la dépression légère. C'est bon pour la digestion. On dit aussi que c'est aphrodisiaque pour les femmes. Alors que c'est, hein? Une petite gâterie de safran, ça devait en une veille de Saint-Valentin quelconque, hein? Pourquoi pas? C'est ça. Donc, il y a beaucoup, mais ça reste un produit naturel. Ouais. Donc, il faut le consommer tous les jours. Viviane, merci encore pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Et c'est ainsi que se conclut déjà l'émission VB9 Magazine pour cette semaine. Si vous désirez en voir davantage sur l'émission, sur les coulisses et peut-être même des petits bloopers, je vous dis ça comme ça, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine émission de VB9 Magazine.